Salut à vous. Bonjour tout le monde. Salut Thomas. Salut Mathieu. Alors on est ici au Festival international des Jeux de Cannes, on est sur le deuxième jour, donc la cérémonie a déjà eu lieu, donc il y a eu des gagnants. La cérémonie elle a été présentée par Daniel Morin, un monsieur de la radio, donc effectivement il y avait des vannes, c'était plutôt drôle. Alors il ne connaissait pas forcément beaucoup de choses en jeu, mais en tout cas c'était beaucoup plus, c'était marrant. différent d'habitude et c'était vraiment sympa. Ouais, alors on a eu donc les gagnants. Pour l'As d'Or enfant, c'était ma première aventure, le puzzle, avec des mots un peu forts de la part d'Antonin Bocara. Pour l'As d'Or tout public, eh bien c'était Trio. Pour sa 10e sélection, enfin Mathieu Despnous est monté sur scène et il a eu cet As d'Or. Il est droit aux flammes, aux flammes sur scène, c'était incroyable. Les chandelles romaines, des standing ovations, c'était vraiment incroyable. Oui. Et donc il a laissé son auteur parler, Kaya Miano, et c'était assez émouvant. Oui, tout à fait. Lui-même était très ému, vous en doutez bien. Pour l'initié, c'était Far Away. Donc moi c'est des copains, ça me fait très plaisir de les voir. Excellente surprise, voilà, on espérait vraiment. Alors, surprise, moi je l'attendais avec impatience, mais voilà. Pour l'expert, c'était la Familia. Là aussi, l'auteur Maximilian Mariatti était très très ému sur scène. Tout à fait. Voilà, c'était vraiment une cérémonie pleine d'émotions. Qui était pleine d'émotions, qui était dynamique. On a même eu un drone. Je sais pas trop à quoi il servait, mais on a eu un drone. On a eu un drone. Il était là. Et donc, on a joué aujourd'hui. Et on va vous parler aussi de jeux qu'on a un petit peu joués hier. C'est des jeux qu'on a joués sur salon. Vous savez que sur salon, c'est pas forcément les conditions optimales. C'est une seule partie, parfois deux, parce qu'on a chacun joué, on joue pas forcément en même temps. Donc voilà, c'est des avis à prendre avec des pincettes, mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces jeux ou si ça vous hype ou pas en commentaire et à mettre des pouces bleus si vous aimez bien. Sans plus tarder, Thomas, je te laisse le micro, j'ai beaucoup trop parlé, donc tu peux y aller pour ton premier jeu. Alors, je vais commencer par un jeu qui a été une surprise à plein de niveaux. En plus, c'est un jeu qui se joue à plusieurs altitudes. Ça s'appelle Tower Up, c'est Monolith et c'est un jeu qui va sortir non pas en caisse mais qui va sortir en boutique, donc ça c'est vraiment une surprise. Monolith Up. Voilà, Monolith Up avec un nouveau logo pour visiblement cette nouvelle gamme. Alors ça a été une surprise d'abord parce que moi clairement le jeu, de loin, tout pour me déplaire. On va construire des buildings pour gagner de l'argent, c'est des buildings en plastique qu'on va empiler, machin. Vraiment, moi à la base, ça avait rien pour me plaire. Et j'ai passé une excellente partie. Je me suis fait rouler dessus par Fred, comme d'habitude. J'avais annoncé, c'était prévu. Mais c'était vraiment très bien. Donc on est sur un jeu, on va avec des cartes, on va récupérer des étages de bâtiments. Et à notre tour, il va falloir soit on récupère une carte, soit on pose un bâtiment. Quand on pose un bâtiment, c'est sur un emplacement qui est libre, et quand on fait ça on est obligé de faire monter d'un étage les bâtiments qu'il y a autour. Donc en fait il y a tout un jeu de je vais pouvoir me mettre là pour faire monter tel bâtiment et potentiellement mettre un toit sur bâtiment, ce qui va me permettre de scorer des points, mais il y a surtout lui il lui reste ça, donc je vais pouvoir me mettre à tel endroit, il pourra pas recouvrir mon toit parce qu'on peut recouvrir les toits des autres. Il y a 4 pistes qu'il faut avancer un peu ensemble comme dans Tank Garden. Faut avancer dans les quartiers. Voilà, faut avancer tous ensemble. Donc c'était chouette. Voilà, moi c'était vraiment une bonne surprise sur un jeu qui est pourtant pas pour moi. Alors moi j'ai joué à Vichy sur une version proto, là j'imagine que c'était beaucoup plus avancé, que ça arrive bientôt, je crois juin, quelque chose comme ça. C'est ça. Et peu après j'ai joué à Sunrise Avenue de Knidia qui arrive chez Gigamic et il y en a un que j'ai beaucoup préféré et c'est Tower Up. D'accord. Parce qu'en fait je le trouve riche, je trouve qu'il y a des rebondissements, il y a de la tension en permanence. Il est peut-être pas aussi ouvert que Sunrise Avenue, mais il a beaucoup plus de chiens et j'ai tendance à le préférer. Ouais. Et là en plus on a joué à deux, je pense qu'à deux c'est une configuration particulière. Je l'ai dit, je me suis fait rouler dessus parce que ça a du sens dans un jeu comme ça où c'est à la fois très familial, très accessible, il n'y a pas énormément de difficultés, mais pour des gens qui ont envie de se casser un peu la tête et de prévoir un peu à l'avance, encore une fois, c'est le cas de Fred et c'est pour ça qu'il a aimé aussi lui le jeu. Il y a vraiment de quoi faire et donc c'est une vraie bonne surprise chez un éditeur qu'on n'attendait pas. On fait une petite dédicace aux personnes qui nous ont expliqué le jeu parce que c'était une explication parfaite et ça c'est vraiment très appréciable quand ça arrive. On va parler d'un autre jeu qu'on a joué tous les deux mais pas sur la même table, Rêve Lune. Ah oui. Alors Rêve Lune c'est un jeu narratif dans lequel on raconte une histoire, c'est pas simplement un jeu qui développe une histoire, les joueurs racontent l'histoire et un peu à la Seigneur des Ténèbres ou Pour la Reine, voilà, c'est ce genre de jeu là. Et donc on va reconstituer une histoire avec des péripéties pour un rêveur et le rêveur il doit trouver de quel genre de péripéties il s'agit, sachant que nous on doit arriver à un but ultime et donc on doit amener l'histoire vers ça. Alors il y a tout un genre de déroulement en plusieurs chapitres
Et donc on va essayer de récupérer on va avoir une carte en tant que personne qui raconte le rêve. Donc par exemple ça peut être un obstacle, ça peut être un danger, ça peut être un sauvetage. Et du coup on va avoir des cartes avec des indices qu'on va pouvoir utiliser ou non, si on le souhaite. Et si jamais la personne qui rêve se trompe en devinant ce que c'est, on va recevoir des pénalités, des emprises. Et du coup c'est l'emprise de la réalité sur le rêve. Et du coup on va devoir caser des éléments obligatoires. Ton chien, ta maîtresse d'école quand tu avais 4 ans, ton patron. C'est beaucoup plus dur. Comme ça au début, j'avoue quand on nous l'a présenté, le côté... c'est des éléments de la réalité, c'est plus dur à intégrer dans l'histoire. Je suis en mode, ouais, vas-y, c'est bon. En fait, il n'y aura aucun problème. Et en fait, si. En vrai, si, il y en a. Ça, c'était plutôt un truc que le jeu a bien fait. Malheureusement, moi j'ai trouvé qu'il s'est pris les pieds un peu dans les nombreux écueils qu'il y a quand on veut faire du jeu narratif. Je trouve que un jeu où on doit raconter une histoire, pour moi, c'est toujours extrêmement difficile à faire. Parce qu'il faut trouver un moyen de mettre un jeu en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois l'idée c'est on va pousser les gens à raconter des choses et on essaye quand même de mettre un jeu derrière. Et l'étape où on met un jeu derrière souvent elle marche pas, et là j'ai trouvé que c'était le cas. En fait, moi j'ai trouvé que ces péripéties qu'on vivait, qu'on recevait et qu'on devait faire deviner, en fait c'était des péripéties tellement évidentes que c'est facile de tricher avec le système de jeu si on veut juste gagner. Et en même temps c'était pas suffisamment passionnant pour que je sois complètement investi dans l'histoire. Comme c'est un rêve, c'est un petit peu décousu, et je préfère largement les systèmes comme pour la reine où on te pose une question qui fait appel à toi, personne. On dit t'es amoureuse de la reine, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu le vis comme ça, t'es jaloux ou jalouse de la reine, et en fait ça fait appel à toi, ta personne, alors que là tu recrées une situation un peu farfelue avec des trucs un petit peu vaguement mignons. Effectivement je suis d'accord avec toi, parce que pour la reine c'est un bon exemple d'un jeu justement où on s'embarrasse pas des points de trucs. On raconte l'histoire, on est là pour raconter l'histoire et on n'est pas là pour valider des choses. Je suis obligé de le comparer à un jeu qui est réédité, qui est Storybox, qui était Dream On, qui est réédité, qui moi est un jeu que j'adore et qui propose la même chose, qui propose de raconter un rêve. Mais derrière, la partie où on la raconte, mais il y a une partie où on essaie de s'en rappeler, et finalement, malgré tout ce qu'on va raconter va avoir de l'importance. On peut pas raconter complètement n'importe quoi. Ça peut être farfelu, mais voilà, il faut que ce soit farfelu, mais il faut que ce soit marquant en fait, d'une façon ou d'une autre. Alors Storybox, moi aussi j'ai beaucoup joué, vraiment big up. Je trouve que la nouvelle édition est super bien. Tout à fait. Et les deux boîtes sont très bien. Et donc voilà, c'est pour ça que forcément quand on a Rêve Lune à côté, ça tombe un peu à l'eau, quoi. Moi je suis un peu déçu. Un coup dans l'eau. Donc tu vas nous parler d'un autre jeu, Les Architectes d'Amitis. Ouais, alors Les Architectes d'Amitis, c'est un jeu pour deux. Là aussi, un jeu qui n'est pas pour moi, normalement. C'est un jeu, on va construire sa petite ville. À notre tour, on prend une tuile, on place la tuile dans notre ville, en fonction d'où elle est placée, en fonction de sa couleur, comment on les agence, machin, on va marquer des points, tout ça on connaît. On superpose un peu. Voilà, on peut superposer. Le petit twist qui est marrant, c'est qu'on va jouer au morpion aussi. C'est-à-dire que quand on va prendre les tuiles, elles sont sur un carré de 3x3, et là où on va la poser, on va mettre notre petit personnage, et si on arrive à faire des lignes, eh bien on va marquer des points. Et c'est tout bête, mais c'est vraiment ce genre de jeu où c'est une petite somme de petites mécaniques, c'est-à-dire comment j'agence mes tuiles, ça me fait des points. Comment je fais mes morpions, ça me fait des points. Comment je choisis mes bâtiments, ça me fait des points. Ça fait qu'au moment où on a juste à choisir une tuile et la poser, c'est plein de dilemmes. Qu'est-ce qu'on va choisir sur les objectifs qu'on va scorer? Il y a une façon de marquer les points. Donc CK2, il y a pas mal aussi. Là aussi j'ai perdu, parce que là aussi on est sur un jeu où on peut jouer facilement, mais on peut vraiment se poser des questions sur comment on joue, comment on optimise, comment on met les choses en place. Moi ça m'a bien plu. J'ai trouvé l'édition assez chouette. C'est pas révolutionnaire, hein, ça reste on met des bâtiments. C'est très classique, mais ça marche super bien. Voilà, moi c'est un jeu que j'ai trouvé classique, mais qui fait bien ce qu'il fait. Qui m'a un peu surpris avec ce côté morpion en plus, qui était vraiment la petite touche en plus qui manquait. Donc plutôt content. Oui, puis c'est intuitif, tu vois, tu joues assez facilement, effectivement, comme tu disais, et t'es pas privé de choix cool. Ça marche plutôt bien. C'est ça, non, c'était bien, voilà, c'était chouette aussi. Je te repasse la main. Exactement, moi je vais vous parler d'un autre jeu qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, qui s'appelle Ratjack. Comme vous en doutez, ça a un peu trait avec les rats et le blackjack. C'est un blackjack à 25 points. On va récupérer des cartes et les révéler. Seules les cartes révélées vont nous apporter les points. Les cartes face cachée ne valent absolument rien. Si vous faites plus de 25, vous explosez, bien entendu. Et on va avoir une carte en main, et à son tour, on va piocher une carte de la pioche ou de la défausse.
la mettre dans sa main, on va soit jouer une carte face visible, activer son pouvoir, soit la jouer face cachée, il ne se passe rien du tout, soit défausser une carte de sa main, et on va retourner une de nos cartes face cachée, face visible, et activer son pouvoir. Alors maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est les pouvoirs ? Et bien forcément, en fait, c'est de la manipulation force, c'est je vais rejouer, tiens, je vais défausser des cartes de la pioche pour accélérer le timing de la partie. Il y a des jetons au centre de la table, du coup, on va pouvoir en récupérer pour avoir un plus 10 ou diviser par 2 une force. Ou encore le donner à l'adversaire. On va embêter les autres un peu, j'espère. Et si on fait exploser un adversaire, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on gagne un des 3 points de victoire qui nous suffisent à gagner la partie. Merveilleux. Si on a 25, on clôt la manche et on gagne un point de victoire. Et donc, on va vraiment se faire des petites races. Il y a une lecture à faire pour le jeu parce qu'en fait, tu as tout un jeu d'addition, de soustraction avec ces jetons. Donc, tu as besoin de pas mal de lecture. Et en fait, c'est assez agréable de faire des micro-combos, de faire des petits coups, de compter sur les valeurs qui sont déjà tombées. Tu as vraiment une sensation de blackjack au final. Et ça marche plutôt bien et c'est méchant en fait. C'est vraiment vice-là. Ok. Donc ça a l'air sympa. Écoute. Ouais, c'est. Là, j'avoue que comme ça, les rats, le blackjack, bof. Mais, tu l'as bien vendu. Écoute, peut-être j'irai y faire un tour. Thomas, c'est l'heure de ton 3e jeu. Oui. Le vrai, le seul, l'unique, le Bomb Busters, le Cocktail Games de l'année. Ouais, chez Cocktail Games, l'éditeur à la mode en ce moment, il paraît. Non, alors Bomb Busters, c'est un jeu qui m'a été présenté. Alors, un croisement entre The Crew et Hanabi. Alors, il y a pire comme parent. Moi, j'aurais plutôt dit Trio Time Bomb, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai pas vu le côté The Crew, j'avoue. Dans tous les cas, ça fait que des parents un peu glorieux et globalement, l'enfant spirituel est plutôt à ce niveau-là. C'est assez simple. On va avoir devant nous des fils. Ces fils sont numérotés de 1 à 12 si je ne me trompe pas. Chaque fil est en 4 exemplaires et il va falloir faire des paires. Donc chaque joueur va avoir devant lui un quart des fils, ça dépend du nombre de joueurs, mais à peu près un quart des fils qu'il va mettre dans l'ordre. Et on va avoir au début, on va chacun donner une indication sur un de nos fils. Là j'ai un 8, là j'ai un 7, et on va les mettre dans l'ordre. Et il va falloir tout simplement à notre tour dire attends, toi je pense que cette tuile là c'est un 3. Si on a bon, tac, le joueur il retourne un 3, on retourne un 3 aussi, on a fait une paire, on a progressé, il va falloir faire que des paires. Le petit twist là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'évidemment si on dit là je pense que tu avais un 3 et qu'on s'est trompé, on fait passer le temps, et si on a trop fait passer le temps, on a perdu. Et il y a aussi un fil rouge auquel il ne faut pas toucher si jamais on dit tiens je pense que là tu as un 8, mais là oui j'avais un 8 mais c'était le 8,5 qui était le fil rouge, nous avons perdu la partie. Donc il est entre deux valeurs effectivement, il est toujours entre deux valeurs, il y a plein de missions. Exactement, alors là c'est un jeu, là je vous ai montré les règles, c'est le niveau 6, il y a 66 niveaux. Il y a des boîtes à ouvrir, on a un truc à la Trek 12, voilà, avec des boîtes à ouvrir, des trucs comme ça. Donc vraiment, on retrouve le Hanabi, on retrouve le trio. Effectivement, parce que on va se dire tiens, s'il m'a dit que là il avait un 3, juste avant il a que 3 tuiles, or moi dans ma main j'ai telle valeur, donc j'en déduis que c'est une tuile numéro 1. Il y a pas mal de déductions comme ça. Il y a aussi pas mal le côté Hanabi de merde, moi je sais ce que je vais faire, mais là mon partenaire ne sait pas ce qu'il doit faire, il faut que je trouve un moyen de lui faire une passe, il faut que je joue comme ça. Moi je suis très friand de ce genre de jeu. Ouais, toi t'es client, clairement c'est pour moi et vraiment ça remplit le job, hein. Moi ça m'a plu, hein. Ça remplit bien le job. Moi j'ai peut-être des réserves, je sais pas vraiment quoi en penser parce que j'ai bien aimé ma partie, mais en même temps j'ai pas fait assez de parties pour me dire je suis à 100% pour ce jeu ou peut-être que ça va me lasser. Voilà, je suis pas tout à fait sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il faut mettre des bémols, d'autant qu'on a joué au niveau très facile et c'est vrai que nous on a pas eu de difficulté. Ouais, nous on a roulé sur le jeu aussi. Ouais. Ça s'est vraiment bien passé. Mais du coup, voilà, on est au niveau 6 sur 66. Je veux voir ce qui se passe après, quoi. On parle de mission sonore en plus avec des trucs, avec des bandes son, ça a l'air marrant. Ouais. Ouais, moi j'ai envie. J'ai envie d'y croire. On peut parler de cocktail aussi parce que c'est pas dans leur gamme habituelle. Oui, c'est plus gros, c'est je crois 30-35 €. Voilà, c'est une vraie surprise d'avoir trouvé ça. Donc ouais, moi je pense que je vais essayer de creuser un peu, ça m'a plu. Je vais en profiter pour faire une parenthèse. On a parlé réédition, c'était aussi la réédition de Speech de Fabien Bleuze et Yves Hirschfeld, qui est on parlait de jeux narratifs qui sont là pour raconter des trucs. Speech c'est typiquement ça, c'est aussi le jeu où on va avoir des cartes, on raconte des histoires, on se fout du score, on est là pour raconter des bêtises. Chez le droit de du coup non, justement qui était chez Cocktail juste à côté, c'est pour ça qu'on a enchaîné et c'est un grand classique et qui faisait plaisir à ressortir, à jouer. Bon, les deux auteurs étaient là, ça rajoute toujours énormément de panache sur leur jeu à tous les deux et c'était un vrai plaisir.
Bon Mathieu, c'est moi, j'ai trop parlé, je te repasse la main pour notre 6e jeu. Alors le 6e jeu, c'est Festival qui sort chez Scorpion Masqué. Donc c'est tout d'abord, on va parler du visuel. C'est un jeu qui est illustré par Mélodie Leblond, qui fait pas mal de graphismes et d'illustrations pas photoréalistes. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir un parti pris qui est plus un parti pris de communication qu'on pourrait retrouver sur des affiches de musées, de théâtre, plus que sur le boîte de jeu. Donc il va falloir faire des feux d'artifice. On a un petit tableau. On doit reproduire des patterns pour avoir des points. Tu parlais d'Améthyste, c'est un petit peu le même genre de pattern. On doit faire des couleurs, on va recouvrir. Mais comment est-ce qu'on va jouer? Eh ben, on a une pile à gauche, une pile à droite, à la Seven Wonders Architect. Tu choisis le feu d'artifice qui te convient, tu le mets dans ton tableau, ou alors tu choisis de prendre un objectif. La partie s'arrête dès que tu as récupéré 6 objectifs ou qu'une pile de tuiles est vide. Et c'est tout, tu sais jouer. Alors, ça marche tout seul. Vraiment, tu as toujours un petit choix. Soit tu prends un objectif, soit tu essayes de valider, soit tu essayes d'avancer. En plus, tu vas avoir ton tableau qui valorise une couleur, qui valorise une forme en fonction de son étage. Donc tu as plein de petites couches de scoring. Mais ça finit un peu vite. En fait, quand tu as fini, tu te dis « Ah d'accord, bah, j'ai 35 points, super ». Et en fait, ça se dissout un peu sur la fin. La tension de la fin de partie n'est pas vraiment haute. Et ça, j'ai un petit peu regretté. Alors que vraiment, pendant le jeu, tu sens que tu as des choix qui sont plutôt intéressants, mais pas non plus démentiels. Je suis un petit peu déçu, j'en attendais un petit peu plus. Ok, très bien. Bah, je crois que ça conclut cette vidéo de débriefing. Tout à fait. On va laisser la place à un autre débriefing parce que, sachez-le, on en tourne plusieurs d'un coup quand même. Oui. Surtout qu'on a un coin sympa contrairement à hier, donc on va en profiter. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce et dites-nous ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié aussi, soit dans les jeux, soit dans nos vidéos. On est toujours preneurs de vos retours. Et on se dit à bientôt sur ludox.fr. Ciao. Ciao, ciao.